C'est la somme que Ecobank vient de mettre à la disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une action pour soutenir l'entrepreneuriat féminin dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Dans le même contexte, s'est tenue la deuxième édition de la Sika Women's Day, une initiative de Sika Finance. MDE Business School, 13 administrateurs sont formés sur les stratégies d'un conseil d'administration performant. Et puis à Danané, dans le domaine culturel, s'est tenue l'inauguration du pont de liane du village de Vadouo. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Très heureuse de vous retrouver. Et décidément, Abidjan n'a pas encore fini avec les effondrements d'immeubles et leur lot de drames humains. Très tôt ce jour, autour de 1h du matin, un immeuble R+4 a surpris ses occupants dans leur sommeil. Bilan, plus de 30 victimes, dont 4 morts certains. Et ajouté à cela, des familles sans les nouvelles de leurs proches restées coincées dans les décombres. Les personnalités ivoiriennes se sont rendues sur les lieux, notamment le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Issa Badini et Ismaël Doza. Dans cet tas de gravats à engrais que les sapeurs-pompiers et leurs bulldozers tentent de dégager, une trentaine de personnes sont extraites, dont malheureusement 4 décès. Et les combles, c'est qu'à l'intérieur de cette montagne de briques et de brocs, il y a encore plus de 15 heures après l'effondrement du bâtiment, des occupants, morts ou vivants, l'on ne saurait dire. Parmi ces portés disparus, 5 membres d'une famille dont l'homme et la femme sur cette image devaient se marier le 20 mars prochain. Dans l'attente de les retrouver, ce sont des proches inconsolables. Je dormais, c'est ma femme qui m'a réveillé pour dire on m'appelle. Bon, après de la nuit, j'ai perdu. Bon, il faut l'appeler. Donc, il rappelle, c'est mon frère qui m'appelle, qui est juste à la Saint-Pierre, qui dit de venir rapidement. Il vient sur les lieux. Bon, le temps est garé, je vois déjà ce qu'il y a devant moi. Il dit bon, ça, c'est pas bon. Je m'appelle de lui, qu'est-ce qui se passe? Il dit bon, ok, il y a mes deux frères qui sont ici. Lui m'était ici hier, avec les 21h, puisqu'on a un programme en cours le 20, le mariage de mon frère. Donc, lui est parti. C'est après qu'on l'appelait. Bon, on est là, Dieu merci, ils sont deux. L'autre qui a une femme, 3 enfants, elle a une madame. Et ils ont pu avoir la garde de Dieu, ils ont pu sortir, on envoie aussi. L'autre qui s'est marié le 20, bon, ils sont là, pas de nouvelles. Il y a lui, il y a 2 enfants, et il y a la servante. Cette maison-là, il ne va jamais trouver pour reconstruire. Ça, c'est une maison, ça. Maison qu'on reconstruit, tout c'est devenu sable. Un énième drame du secteur immobilier que le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire est venu toucher du doigt. C'est encore le même regret, tristesse, désolation de voir un drame pareil se produire. Et surtout cette fois-ci, de manière différente des précédentes, c'est celui de voir un immeuble qui est habité par une population qui pensait avoir toute la quiétude de la nuit pour se reposer et qui se retrouve au milieu d'un drame comme celui-là. Notre sentiment est qu'il faut que cela s'arrête. Il y a trop de choses qui se passent, il y a trop de choses qui se sont passées et il faut que nous arrivions très rapidement à déterminer avec exactitude les causes de ces effondrements. La Côte d'Ivoire a connu 12 effondrements de bâtisses en l'espace de 2 ans. Une situation qui inquiète et interpelle, mais surtout exige des solutions. Parce que les architectes sont certes des techniciens, mais il y a un rôle régalien de l'État qui consiste à surveiller un peu toute cette mise en œuvre. Et nous allons partager avec eux quelques-unes de nos suggestions et propositions. Nous espérons que nous allons pouvoir trouver un terrain d'entente. Je pense que le phénomène des immeubles qui s'écroulent est devenu trop courant en Côte d'Ivoire. En moins de quelques mois, nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 2 immeubles qui se sont écroulés avec mort d'hommes. On ne peut plus tolérer cette situation. En tant que député, j'envisage de parler à l'Assemblée nationale pour la mise en place d'une commission d'enquête sur ce phénomène qui n'a que trop duré. Il faut que nous sachions pourquoi les Ivoiriens meurent quand ils ont payé des loyers pour habiter un appartement ou une maison. Il faut noter que ce drame survient une semaine après l'effondrement dans la commune de Trècheville, un immeuble en construction
occasionnant la mort de 7 personnes. Quant à cet état de gravat, il était, il y a à peine 24 heures, un immeuble de 4 étages, comprenant 28 appartements dont 18 habités. Sans tempête ni ouragan, preuve que nos immeubles ont un incroyable talent. Des larmes et des lamentations de cette nature suite à des effondrements de bâtiments, on en aura hélas encore tant que des mesures idoines ne seront pas prises et respectées. Un regard sur la cherté de la vie, le porte-parole des acteurs du secteur du vivrier de Côte d'Ivoire a tenu un point de presse ce lundi 7 mars 2022 au marché Gouro d'Adjamé, principal marché du vivrier d'Abidjan. Il s'est agi pour la présidente de la nouvelle Coco Provi de faire le point de sa rencontre avec le Premier ministre et de se prononcer sur les mesures arrêtées par le gouvernement ivoirien pour freiner la flambée des prix des produits. Philippe Zabo, Richard Akiki. Le point de presse des acteurs du vivrier a été une occasion pour diagnostiquer les causes de la flambée des prix. Il ressort de cet exercice que les principales causes de la hausse des prix observées ces derniers temps sont dues, entre autres, à la sécheresse et le manque d'approvisionnement des marchés. Parmi les principales causes de cette hausse de prix évoquée, il est bon de relever le très faible niveau d'approvisionnement des marchés en produits vivriers en cette période de sévère sécheresse. En temps normal, un produit comme la banane plantain devrait foisonner sur les marchés. En somme, l'offre mise à la disposition des populations est nettement inférieure à leurs besoins. À ces mots, les solutions trouvées par le gouvernement et publiées le 4 mars semblent idoines. La conférencière y a apporté les siennes. Par ailleurs, les acteurs ont souhaité qu'à moyen terme, il faille installer des chambres froides pour la conservation des produits vivriers ciblés. Ceci aura l'avantage de réduire au maximum les pertes post-récolte. Le plafonnement des prix de certains produits alimentaires, le renforcement des capacités institutionnelles de l'OCPV, la subvention partielle des produits pétroliers, comme l'indique le communiqué du gouvernement, ainsi que bien d'autres mesures. Le démantèlement immédiat des barrages routiers illégaux. Le point de presse des acteurs du vivrier fait suite à la rencontre du 24 février 2022 entre le Premier ministre et les fêtières des consommateurs, des transporteurs et celles du vivrier. Et dans le domaine de la santé, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé à l'inauguration de l'hôpital général de Yopougon-Atié en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Cet ancien centre de santé pour consultation prénatale, maternelle et infantile PMI a été profondément rénové et érigé en hôpital général. Les travaux ont permis d'accroître la capacité d'accueil de l'établissement sanitaire. Pierre Tebeu et Marius Siri y ont pris part. L'hôpital général de Yopougon-Atié, le plus important de la commune après le CHU, actuellement réhabilité, s'étend sur une superficie de 3 hectares. Le projet a démarré le 22 février 2018. L'ex-PMI de Yopougon-Atié comprenait 7 bâtiments de type pavillonnaire et 4 apatam, et avec une capacité d'accueil de 57 lits seulement. Les travaux de réhabilitation ont donné une nouvelle configuration architecturale et fonctionnelle à cet établissement avec une augmentation du plateau technique et de la capacité d'accueil qui passe de 57 à 123 lits. Aujourd'hui, le plateau technique a été renforcé. Donc nous avons une urgence couplée d'une réanimation. Nous avons un système d'exploration totale avec un laboratoire biochimie et hématologie, un système d'imagerie médicale complet avec un scanner et puis une radio panoramique et tous les autres équipements. Et les salles opératoires ont été renforcées. De la guérite
à la maternité et le bloc gynéco, en passant par l'hospitalisation. Les 12 bâtiments construits nouvellement renforcent la capacité de l'hôpital général de Yopougon-Atié. Un plateau technique de dernière génération mis à la disposition de l'hôpital pour la santé des populations de la commune de Yopougon. C'est donc un hôpital complet, moderne, avec un plateau technique adéquat et offrant toutes les commodités que le gouvernement met à la disposition des populations de la commune de Yopougon. Cet hôpital entre en fonctionnement dès aujourd'hui avec les consultations prénatales, les consultations et les mises en observation en médecine et en pédiatrie, le laboratoire et l'imagerie. Il va évoluer pour atteindre sa vitesse de croisière dans 2 semaines avec la mise en fonctionnement des blocs opératoires, des accouchements, des hospitalisations et de la réanimation. Le Premier ministre, en inaugurant l'hôpital général de Yopougon, a salué toutes ces réalisations et promet d'autres infrastructures sanitaires pour la commune de Yopougon. Saisissant l'occasion de ma proximité de vous tout à l'heure, assis à mes côtés, vous n'avez pas manqué de me souffler à l'oreille les différentes infrastructures qu'il restait encore à faire. Oui, grand frère, je n'ai pas oublié. C'est chaud, mais que peut-on te refuser? Donc oui, bientôt, de nombreuses infrastructures verront le jour après celui-ci à Yopougon et ils s'inscrivent dans le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, suite aux requêtes qui ont été formulées par Monsieur le maire et pour lesquelles nous sommes tous à pied d'œuvre. Une ambulance a été remise aux responsables de l'hôpital général de Yopougon-Atié pour accompagner les services d'urgence de l'hôpital. Le montant des travaux d'infrastructure et du renouvellement de tous les équipements médicaux de ce centre de santé s'élève à 22 milliards de francs CFA. Les travaux de réhabilitation ont été réalisés par l'entreprise Medafrique, une filiale du groupe Sénédaï. Intéressons-nous à présent à la formation des responsables des ressources humaines dans les entreprises. Récemment, les directeurs des ressources humaines et les chefs d'entreprise ont été instruits sur les motivations de l'engagement des collaborateurs dans la transformation de la vie de l'entreprise. Le cabinet EGK HR Consulting International et son partenaire Grand Alexander ont dessiné au cours de cette formation le portrait robot du DRH stratège de demain. Patrick Oukrou, Tima Traoré, dans un commentaire de Walter Kofi. En collaboration avec son partenaire Grand Alexander, le cabinet EGK HR Consulting International a initié ce vendredi 4 mars une formation sur la transformation organisationnelle des RH à l'attention des directeurs de ressources humaines et des dirigeants d'entreprise. À travers cette formation interactive, les différents professionnels de la gestion du capital humain ont été formés sur les nouvelles méthodes de motivation pour développer l'engagement de leurs collaborateurs. Le sens, l'importance de l'apparence, l'inclusion et la réalisation de soi, ce sont autant de valeurs, dira l'expert de transformation organisationnelle et RH Bruno Chintron, que devront incarner les DRH de demain. Le DRH de demain, il doit aider le dirigeant à faire que la vision qu'a le dirigeant pour l'entreprise soit partagée par les équipes. Il doit faire en sorte que chaque collaborateur comprenne ce que l'entreprise a à gagner dans le projet de transformation, mais aussi ce que chaque collaborateur peut lui-même gagner au projet de transformation de l'entreprise. Des DRH de demain qui auront à souci l'équilibre entre rapport qualité et l'implication efficience de leurs collaborateurs dans l'expansion de l'entreprise, comme inscrit dans la vision de Eugénie Kassi-Atia du groupe EGK HR Consulting International. En partenariat avec Grand Alexander et Roll Crafting, pour partager avec les directeurs des ressources humaines notre vision et nos outils d'engagement, de mesure de la motivation des collaborateurs. Les débats ont été enrichissants et constructifs, ont témoigné le sourire et l'interactivité entre formateurs et différents participants. Le monde se transforme, notre métier de gestionnaire des ressources humaines, lui aussi se transforme. Nos organisations sont sujettes à des problématiques de transformation.
EGK HR Consulting International est un cabinet spécialisé dans la formation, le coaching en entreprise, le recrutement, l'intérim, le conseil en organisation, l'externalisation, le team building, la conduite et le management du projet. 3 milliards de francs CFA, c'est la rondelette somme que Ecobank Côte d'Ivoire vient de mettre à la disposition du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une somme d'argent octroyée pour le bonheur de la gente féminine en ce mois de mars à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme commémorée chaque 8 mars. Reportage Patrick Oukrou, Richard Akeke, Marie-Christelle Zogui. Aujourd'hui, par le biais de la signature de cette convention avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, c'est une enveloppe d'un montant de 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA. C'est le montant qui ressort des noces entre le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et Ecobank Côte d'Ivoire ce samedi 5 mars 2022 au cours d'un panel marquant la double cérémonie de la Journée internationale de la femme ainsi que la signature d'un partenariat entre ces deux institutions. Cette convention initiée dans le cadre du programme intitulé Élevé et créée en novembre 2020, a annoncé le donateur, va permettre aux différentes parties de développer des programmes communs pour la digitalisation, l'accès au crédit et au renforcement des capacités des femmes leaders. Pour la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ce partenariat conclu dans le cadre de la Journée internationale de la femme participera de la vision gouvernementale qui met un point d'honneur à l'autonomisation de la femme ivoirienne. La signature du partenariat de Ecobank qui a donné naissance aujourd'hui au bébé qui vaut 3 milliards de francs CFA à sa naissance. Merci. Merci infiniment Ecobank. Au sorti de ce panel, des femmes leaders et entrepreneurs n'ont pas hésité à livrer le secret pour être des femmes battantes. Ce panel que nous offre aujourd'hui Madame la ministre m'a vraiment intéressé à un très haut niveau. J'ai pu voir à quel point les femmes du milieu rural elles-mêmes se battent pour pouvoir donc produire et surtout vivre de leur travail. Notons que la Journée internationale de la femme sera commémorée dans le monde entier ce mardi 8 mars 2022 sur le thème « Égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Des femmes qui partagent leur expérience à d'autres femmes et ce, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, à l'initiative Sika Finance à travers sa traditionnelle Sika Women's Day. Le thème « 5 histoires inspirantes à partager ». C'est une conférence qui vise à promouvoir l'excellence féminine à travers des success stories féminins. Issa Badini et Tima Traoré. Des femmes pour tirer d'autres femmes vers le haut, c'est tout l'essence que l'on pourrait donner à cette conférence du Sika Women's Day dénommée 5 histoires inspirantes à partager. Elles sont fondatrices d'entreprises, directrices générales ou présidentes directrices générales des grandes firmes dont les histoires respectives peuvent impacter. De l'autre côté, des étudiantes pour la plupart dont les rêves caressés est d'être plus tard dans la chaise d'en face. 3 heures d'échange entre femmes, 3 heures de partage d'expériences, 3 heures surtout où les unes ont donné des idées, du moins des pistes d'idées aux autres. Comment on devient une femme inspirante, je pense que ça fait, pour moi, ça fait partie de ma mission de vie. Donc naturellement, je pense que quand je travaille, j'essaie d'exceller au maximum du possible justement pour être un modèle pour la jeune génération, surtout pour les jeunes filles, pour leur montrer que c'est possible et pour que nous puissions arriver à un minimum d'égalité à un moment donné dans ce monde. Au XXIe siècle, il n'y a pas d'État-providence. Il faut compter sur soi-même, il faut oser entreprendre, il faut croire en ses chances, il faut être résilient et il faut avoir une vision et avoir le goût du travail bien fait. Une conférence qui, selon les apprenantes, sonne comme un masterclass. Très satisfaite et j'encourage beaucoup ce genre d'entremise
Et j'encourage beaucoup les étudiantes, les jeunes femmes, les jeunes entrepreneurs à y participer. À l'initiative de Sika Women's Day, Sika Finance, qui selon ses responsables, veut joindre son grain de sel aux initiatives féminines. C'est que le mois de mars, c'est le mois de la femme. Donc nous, Sika Finance, on ne pouvait pas laisser en marge de cette journée. Donc on a décidé de célébrer ces droits-là avec nos jeunes sœurs. Nos jeunes sœurs, pourquoi? Parce que Sika Finance se veut être aussi une entreprise citoyenne. Et en tant que telle, on fait beaucoup d'éducation. Cette conférence intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la promotion des droits de la femme. Des droits féminins toujours en dents de scie, à en croire la présidente directrice générale de Unilever Côte d'Ivoire. Je pense qu'en termes d'égalité, nous n'y sommes pas encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et la sensibilisation ne doit pas se limiter uniquement aux femmes. Sika Finance, faut-il le souligner, est un site d'information financière et économique. Dans le cadre de son programme Conseil d'administration performant, M2 Business School vient de former du 3 au 5 mars 13 administrateurs. Durant ces 3 jours, les participants ont pu bénéficier des séances de cas pratiques, d'exemples et de partage d'expériences. Une formation qui s'est soldée par la remise de diplômes de participation. Konena Nourgo et Ismaël Doza y ont pris part. L'expérience du conseil d'administration au quotidien. C'est le thème de cette table ronde organisée ce samedi 5 mars, dernier jour de formation pour ces 13 administrateurs à la M2 Business School. Après avoir formé plus de 2000 personnes dans le domaine du management, la M2 Business School se tourne désormais vers la gestion administrative avec son programme Conseil d'administration performant. Une nécessité pour les entreprises, selon le directeur de l'école. Alors l'essentiel pour moi, ça va consister à avoir des administrateurs qui sont bien formés, qui connaissent leurs droits, leurs devoirs, leurs obligations. Une fois que cette première phase est faite, eh bien, il va falloir qu'il y ait des conseils d'administration qui soient composés de manière optimale, avec à la fois des compétences, à la fois des genres, à la fois des âges différents, à la fois des expériences différentes. Et au-delà de tout ça, il ne suffit pas simplement de juxtaposer des compétences, des genres et des âges, mais il faut des gens qui sachent travailler ensemble. Des administrateurs bien formés, c'est ce que vise ce programme. Durant ces 3 jours de formation, ces 13 administrateurs ont bénéficié de partage d'expériences et de séances pratiques. Outre la formation, il s'agissait de promouvoir des qualités comme le travail en équipe dans les habitudes de ces administrateurs. Moi, j'ai partagé mon expérience et je suis revenu sur des sujets qui sont très importants au sein d'un conseil. C'est le travail d'équipe, donc une vision commune vers un objectif commun. Je pense que ça, c'est super important. Je suis revenu sur des sujets de partage de stratégie, donc de décisions fortes en termes d'orientation, en termes donc de connexion à la réalité d'aujourd'hui, au monde d'aujourd'hui, pour comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui et prendre de vraies décisions stratégiques qui sont positives donc pour l'avenir, et puis surtout aussi de contribuer au climat social de l'entreprise. La formation a pris fin par la remise de diplômes. M2 Business School est une école d'affaires créée en 2003. Elle vise à donner une formation de qualité aux dirigeants et cadres des organisations. Ouvrons à présent dans ce journal un chapitre sur le secteur de l'immobilier. La 5e édition du Salon de l'immobilier s'est tenue en Côte d'Ivoire, plus précisément au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. L'occasion a été donnée à plusieurs entreprises de présenter leur offre de services. Parmi elles, la société AMS, entreprise spécialisée dans la décoration d'intérieur et de l'immobilier. Je vous propose d'écouter le responsable de cette entreprise. AMS Entreprise, je le disais tantôt, est promoteur immobilier agréé, également agent immobilier agréé. Et actuellement, nous réalisons un programme immobilier de 351 villas basses jumelées à Ebempe à Niamey, à 3 km du stade olympique. C'est un programme qui est divisé en 4 tranches, dont la première tranche est complètement réalisée, achevée, livrée. Ce sont des maisons de type économique, de très belles villas de type économique. Et
qui vont de 3 pièces à 4 pièces, bâtis sur des superficies moyennes de 120 mètres carrés. Et nous sommes ici au Salon de l'immobilier pour notre 2e édition, pour présenter ce projet et dire encore au public ivoirien, aux gens, aux Ivoiriens de la diaspora, qu'il y a encore des maisons disponibles, qui peuvent toujours souscrire. Nous livrons nos logements vraiment clés en main, avec du matériau de qualité, tout fini. Il n'y a pas de modification, il n'y a pas de choses à refaire lorsque la maison est livrée. Avec un carrelage de qualité, toute la robinetterie, tout ce qui est plafonnage, la maison est livrée véritablement clé en main. La cuisine, quand vous y entrez, vous voyez que même les éviers et les placards de cuisine sont réalisés. Une maison prête à habiter, avec un prix très accessible. Le prix moyen est de 18 500 000 francs, dont nous pensons qu'il est à la portée de l'Ivoirien au revenu moyen. Intéressons-nous à une autre entreprise, toujours dans le secteur de l'immobilier. Son nom, le BACID, entendez Bureau africain de construction, d'investissement et divers. Le stand de cette entreprise d'aménagement et de viabilisation de promotion immobilière n'a pas désempli. BACID, Bureau africain de construction, d'investissement et divers, est une jeune entreprise, jeune mais très efficace, qui fait son bonhomme de chemin depuis bientôt 7 ans. Alors c'est une entreprise ivoirienne, chapeautée par des Ivoiriens, avec des jeunes Ivoiriens, pour montrer ce que les Ivoiriens peuvent faire en termes de construction. C'est-à-dire qu'on a voulu, au travers de BACID, mettre la Côte d'Ivoire en avant et puis les talents aussi africains en avant. Faire de l'immobilier uniquement par les Ivoiriens. Donc, depuis 7 ans, BACID, on a plein de projets, on a plein de cités en construction et puis on est un peu partout, en Côte d'Ivoire, dans la diaspora. Nous, BACID, en tant que partenaire privilégié de la construction en Côte d'Ivoire, quand il y a ce genre d'événement, on ne peut pas rester en marge. Donc, le salon de l'immobilier BACID, ça fait 4 ans, on dirait que c'est une tradition. Donc, aujourd'hui, avoir ces 3 prix-là, c'est savoir que nos efforts sont récompensés. C'est savoir que la Côte d'Ivoire nous fait confiance, la diaspora nous fait confiance et puis l'international aussi nous suit. Et donc, on a eu 3 prix, le prix du grand public qui nous montre que ce que BACID fait a apprécié. Et puis, en 2e prix, on a eu le prix du projet immobilier Villa. Donc, c'est-à-dire que nous mettons un point d'honneur dans la conception de nos projets, dans la présentation de nos projets, dans nos plans 2D, dans nos plans 3D, dans nos rendus. Et puis, le 3e prix, c'est le prix de l'efficacité énergétique et du développement durable. Pour dire que BACID tient compte de protéger les générations d'aujourd'hui et puis assurer les générations futures. Donc, ce dernier prix-là positionne BACID en tant que leader parce que c'est un projet qui répond aux normes nationales et puis aux normes internationales. Rendons-nous à San Pedro où le ministère de l'Hydraulique était en séminaire tenu sur le thème suivi et évaluation des infrastructures d'hydraulique humaine réalisées sur le territoire national. Il s'agissait au cours de ce séminaire de faire le bilan des activités au titre de l'année 2021. Dans ses objectifs de développement durable, le gouvernement ivoirien a mis en place une politique de développement axée sur les populations dans les domaines économiques et sociaux. Une initiative qui a permis au ministère de l'Hydraulique de bénéficier du programme Eau pour tous. En séminaire annuel à San Pedro, il s'agit pour le ministre Tchagba Laurent et ses collaborateurs de dresser le bilan des activités de l'année 2021 et élaborer de nouvelles orientations en vue de réaliser de meilleures performances en 2022. Selon le ministre de l'Hydraulique, le site d'approvisionnement en eau dans la région de San Pedro se porte bien, malgré une nécessité de renouvellement de sa capacité. Au départ, nous avons réalisé un système classique de traitement de l'eau. Le système classique, c'est ça qui est à notre droite. Mais le système classique produit 400 mètres cubes heure. La population de San Pedro a grossi. 400 mètres cubes heure, ça ne suffit pas. Donc, nous avons ajouté des unités compactes de production qui sont des sanifutures qui sont derrière nous.
en charge du district autonome du Bas-Sandra de près de 3 millions d'habitants. Et je plaide en tant qu'élu, en tant que président du conseil régional, 2 fois élu, député également, je plaide pour que véritablement le combat pour l'eau potable soit gagné et que les moyens soient mis à disposition. Créé en juillet 2018, le ministère de l'Hydraulique est chargé, entre autres, d'assurer le suivi et la protection des ressources en eau, de gérer et développer parallèlement des infrastructures d'alimentation en eau potable. Rendons-nous à Bondoukou, au nord de la Côte d'Ivoire. La 32e journée mondiale de la protection civile a été célébrée, un moment qui a été mis à profit par le sapeur-pompier civil du centre de secours d'urgence pour inviter les populations au civisme et à une parfaite collaboration pour leur assurer un bien-être. On voit les détails avec notre correspondant Anissé Kouadio. La célébration de la 32e journée mondiale de la protection civile a été également commémorée du côté de Bondoukou. Le centre des secours d'urgence CSU du Grand-Togo a profité de l'occasion pour faire une journée de porte ouverte, présenter le centre aux populations, occasion pour le commandant Koutouan d'exhorter la population au civisme à travailler en étroite collaboration avec les pompiers pour leur bien-être. Nous sommes là pour la population, nous avons le matériel requis, nous avons toutes les compétences pour pouvoir pallier aux différents accidents domestiques et anthropiques qui existent dans le monde. Donc nous demandons à ce que la population soit vraiment éduquée, civique, avec un comportement responsable pour pouvoir nous aider dans nos tâches à pouvoir faciliter un peu nos interventions. Le secrétaire général de préfecture, Loan Constant, représentant le préfet de région, a félicité les soldats du feu et les a encouragés à encore plus d'efforts dans l'exercice de leurs fonctions. Un grand merci pour leur sacrifice qui n'est pas vain au service des populations de la région du Grand-Togo. Très chers pompiers civils, votre mission est palpitante mais difficile. Nous en sommes conscients. Ce moment fut totalement chargé à travers des exercices de simulation pour maîtriser le feu, la visite des stands pour procéder à l'extension des feux de gaz, matériel désincarcération, la présentation du matériel de secours à personnes en danger et les matériels de lutte contre les incendies. Tout ceci ont été présentés aux populations qui saluent l'organisation de cette journée et félicitent les soldats du feu. C'est quelque chose d'important pour nous en tant que leader de jeunesse. Nous allons mettre véritablement au profit de tous nos jeunes dans nos différentes formations. Nous allons essayer de répercuter cela. Je remercie les pompiers qui font de leur mieux pour protéger les civils de la région du Grand-Togo. J'espère que Dieu leur donnera toujours la force de faire davantage pour que la population du Grand-Togo soit toujours fière d'eux et en sécurité. Il faut rappeler que le centre des secours d'urgence du Grand-Togo a été inauguré le 8 novembre 2019 par le général Vagondo Diomondé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Cette année, c'est la ville d'Agboville qui a accueilli les festivités officielles de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, par ailleurs députée maire de Boundiali, a offert gracieusement à la région de l'Abagoué l'émission Bonjour 2022. Cette soirée époustouflante et inoubliable a donné du sourire aux populations venues de toute l'Abagoué. Occasion pour Maria Toukone d'appeler les fils et filles, cadres et élus à plus de solidarité afin de booster le développement de la région. Ils sont venus de toute la région de la Bagoué pour prendre part à l'émission Bonjour Boundiali, organisée par le député maire de Boundiali. Cette initiative, précise-t-elle, vise non seulement à consolider les liens de solidarité, de paix et de cohésion sociale, mais aussi rassembler les fils et les filles, les cadres et les élus autour de la valeur de paix, gage d'un développement durable. Et dans Mama là, je suis venu à madame le ministre ici, il dit à l'entrée de Korogo ici là, faut voir les gars nous arrêter. Serré, il dit non c'est magnifique, madame, on go pas serré. Ah, chef, c'est magnifique, on s'en va, il dit, on va serrer. On a serré. Tu entends? Marine nationale contrôle des routines. Il dit, ah, depuis quand Marine contrôle sur route? En organisant cet événement dans la Bagoué, Maria Toukone veut briser les chaînes de querelles, de haine pour y s'aimer la joie. Boundiali, chef-lieu de région, a choisi comme leitmotiv le rassemblement. Et donc, c'est au nom du rassemblement que ses frères sont à mes côtés
Et donc, je voudrais saluer toute la population de Bundiali. Les populations ayant effectué le déplacement depuis les campagnes se sont réjouies énormément de cette initiative. Toutefois, en remerciant leur député maire pour la proximité avec la population. Je suis très heureuse de participer à ce bonjour parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça à Bundiali. On regarde qu'à la télé seulement et je suis très heureuse d'être là. Les humoristes de Bonjour ont égayé les populations de Bundiali, une chose qu'ils ont pour habitude de voir à la télévision. Le moins qu'on puisse dire, le stade Angora de Bundiali était plein à craquer. Après sa réhabilitation par les initiés, le pont magico-religieux de Vatouo a été inauguré récemment, long de 100 mètres et 20 mètres de large avec une hauteur d'environ 50 mètres. Le pont de Liane de Vatouo se distingue comme le plus long de Côte d'Ivoire. Eh bien, notre correspondant Théodore Kanga est allé à la découverte de ce mystique chef-d'œuvre dont les initiés connaissent le secret. Vatouo. Villa Yakuba, situé à 35 km de Danané, dans la sous-préfecture de Théaple, dans le canton Brossé, était en joie le vendredi 18 février dernier. Pour cause, le pont de Liane, le plus long de la région du Tongbi, et même de la Côte d'Ivoire, a été réhabilité par l'ONG Écotourisme. Long de 100 mètres, avec une largeur de 20 mètres et une hauteur d'environ 50 mètres, ce mythique pont supplanté sur le fleuve Cavali, s'avère le pont de Liane le plus long de la région. Selon les gardiens de la tradition, le pont de Liane est construit avec les meilleures lianes de la forêt, sélectionnées et coupées par les jeunes du village, puis séchées pendant des semaines. Une fois les lianes bien séchées, il revient aux initiés de construire le pont en une seule nuit. Le soir de la construction du pont, toutes les familles du village apportent de la nourriture qu'elles déposent au bord du fleuve Cavali, sur lequel sera suspendu le nouveau pont, et chacun rentre dans sa maison, voire quitte le village. Le soir venu, l'araignée qu'on appelle dent met ses salives dans les périmètres, car il est strictement interdit à toute personne non initiée de voir la construction du pont. Pour y accéder, quelques interdits s'imposent à tout visiteur. L'interdit commun à tous les ponts, c'est de se déchausser avant de traverser. Se déchausser avant de les traverser. Disons que ce pont Liane-là est un élément hautement touristique. Mais à côté de cela, le pont Liane est un élément culturel. Parce qu'il y a des éléments qui sont propres à la tradition, à la culture des communautés de Vatouo qui permettent qu'on crée ce pont. Vous voyez, il y a le savoir propre à la communauté, il y a le savoir-faire de la communauté et puis il y a le contexte. Ce pont, on le fabrique la nuit, ça n'a rien à voir avec les ponts d'Abidjan. Nous espérons que ça va concourir un jour à développer une économie touristique. Il faut rappeler que le pont de Liane de Vatouo est l'un des plus anciens de la région, à l'image de 6 autres, ainsi que d'autres sites touristiques du Tongbi. Eh bien, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.